Et salut, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de Ligue 1 et bon, on est dans la trêve interna chiante. Elle est très très chiante cette trêve internationale. Comme quoi Nice et les autres clubs de Ligue 1 nous manquent beaucoup, les 0-0 aussi. Pas de page mercato, donc je suis un peu perdu. D'habitude, on démarre toujours avec la page mercato. Et en plus de ça, le champion de Nicaragua, est aussi en trêve internationale. Donc la seule info que là j'ai à vous donner, c'est que Cristiano Ronaldo a le Covid. Il est testé positif. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le GC Nice ? J'ai envie de vous dire, aucune, mais il fallait combler. Donc c'est fait. Bon les gars, Sky et Bada toujours avec moi pour le podcast Avanti Nissa. Salut les gars. Salut les gars. Et puis un invité, parce qu'on vous en a parlé, on vous a dit comme quoi on allait faire un podcast spécial tactique, prendre le temps de pouvoir parler de la tactique de Patrick Vieira, des plots, enfin des joueurs qui sont présents sur le terrain aussi. Et avec nous pour en parler, un spécialiste. Oui. Vous êtes anti-Vieira ou contre Vieira? Moi, c'est contre les joueurs. Voilà, de suite, l'absence de nuance. Oh là là, il nous tacle les deux pieds des moches. D'habitude, je vous laisse se faire. Est-ce sûr que vous êtes Brice? Est-ce que vous n'êtes pas Hubert ou Pépito Non, c'est bien moi. On les salue d'ailleurs. Les auditeurs fidèles. On les salue. Bon, avec nous, un spécialiste, c'est Patrick de Football Tactique sur Twitter. Salut Patrick. Salut. Salut Patrick. Patrick, mais pas Patrick Vieira, on est d'accord là-dessus? On a vérifié. Je vous laisse la surprise. Voilà. On verra à la fin. Il a pas adoré Midiane, donc a priori, c'est pas vrai. Ça devrait aller. Bon, Patrick, merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast spécial tactique. Avec toi, on va parler de la tactique mise en place par Vieira dans les matchs où on voit finalement pas grand-chose. C'est pas forcément la faute que de l'entraîneur. Il y a aussi évidemment les joueurs. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ou quoi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, il y a un problème quelque part, tu vois. Voilà, faut en parler. Et on est là pour ça. Donc, la première question là, tout de suite qui me vient, c'est pour toi, quelle est la tactique, quel est le jeu qui est mis en place par Patrick Vieira? La question on devrait lui poser la question à lui pour essayer de comprendre, parce que j'avoue que moi j'ai pas trop compris. Je ne comprends pas trop. Et moi, justement, j'étais en train de terminer un article sur l'équipe de France. Et l'équipe de France, c'est un football super défensif. On n'aime pas, c'est chiant, machin, tout ce qu'on veut. Mais au moins, on comprend. On comprend clairement où veut aller Deschamps et ce que veut faire Deschamps. Là, avec Vieira, en fait, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a un semblant de possession derrière avec les défenseurs centraux qui font des passes et qui redoublent à droite, à gauche, à droite, avec Schneiderlin, puis ça revient, puis machin, puis truc. Et puis au final, en fait, mais ça n'avance pas. Donc Nice peut terminer un match avec plus de position que l'adversaire, mais au final, sans avoir été dangereux et avoir été super stérile. C'est complètement stérile, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ce passage en fait de la possession pour la possession, ça sert absolument à rien. La possession, généralement, est faite pour avancer, pour déséquilibrer l'adversaire, trouver des espaces et attaquer. Là, elle ne sert absolument à rien. Donc, j'ai du mal à comprendre si c'est un jeu de possession, si c'est un jeu c'est un jeu de pas grand-chose pour l'instant. Ouais, mais en plus, tu parlais par rapport à la question de Brice, tu disais que tu comprends pas vraiment Vieira et tout, mais je pense aussi là où on comprend pas Vieira, c'est que dans sa communication, lui te dit clairement qu'il veut essayer de produire du jeu, qu'il comprend très bien que ça peut agacer les supporters de pas voir de pas voir du beau jeu au stade, tout ça et tout, mais pourtant on n'a pas l'impression qu'il essaye de faire quelque chose pour remédier à ça, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Si je peux me permettre, je suis très très mal à l'aise avec le rôle du modérateur sur Patrick Vieira, donc je pense que je vais quitter cette émission. Non, voilà, blague à part. Alors, c'est une bouillie. Je pense qu'on ne comprend pas trop ce qu'il a envie de faire, et je pense que les joueurs ne comprennent pas non plus. Mais ça, les joueurs, je pense que ce sera la deuxième partie du débat avec Brice notamment. Ouais. Mais tu devines des intentions. Alors c'est très insuffisant pour moi, des intentions lors de la 3e saison. Je suis pas en train de défendre Patrick Vieira, mais tu devines quand même qu'il y a quelques intentions de jeu. Mais je me demande si c'est pas plus par dogme ou par mimétisme de Arsène Wenger, Pep Guardiola, ou d'une façon de voir le football, donc c'est-à-dire de la relance par derrière, un jeu de possession, tout ça, plus qu'une véritable idée tactique. En fait. Mais est-ce que c'est pas... T'as quand même quelque chose, et tu veux dire, la patte Vieira, sans mauvais jeu de mots,
c'est quand même de la possession et de la relance de derrière. Ça ne marche pas, c'est stérile, tout ce que tu veux, on disait la même chose de Lucien Favre, sauf que ça fonctionnait chez Favre, mais tu arrives quand même à identifier une tentative de style de jeu. Mais est-ce que c'est pas, je vous pose la question, mais est-ce que c'est pas tout simplement le fait que l'équipe s'est améliorée et que individuellement t'es tout simplement meilleur et qu'il y a des individualités qui sont meilleures, tout simplement? Peut-être que c'est juste ça en fait. Moi, je suis pas forcément d'accord sur l'idée qu'on comprend. Moi, sur donc je regarde pas forcément tous les matchs de Nice. Ça serait mentir que de dire ça. Mais je regarde mais les derniers, j'ai regardé vraiment avec beaucoup d'attention et oui, il y a l'idée de vouloir relancer court, etc. Mais j'ai l'impression que oui, c'est un effet de mode. C'est-à-dire que je vois plein d'entraîneurs vouloir relancer de derrière pour en final faire 4-5 passes derrière et puis balancer un long ballon devant. Alors que l'idée de relancer court, c'est justement d'avoir une supériorité dans cette zone-là pour ensuite pouvoir créer un décalage et avancer, etc., etc. Moi, j'ai vu des choses, par exemple, contre Bordeaux, qui pour moi ne sont pas compatibles avec un jeu de possession, par exemple. On ne peut pas avoir un jeu de possession et avoir les latéraux aussi bas, avec pratiquement sur la ligne des défenseurs centraux. On ne peut pas avoir un jeu de possession et avoir aucun des deux milieux centres dans le cœur du jeu qui viennent demander les ballons dans le cœur du jeu. On peut pas, voilà. Et moi, ce sont des choses qui forcément, alors oui, ça se passe très bien derrière parce que les défenseurs centraux font la passe, on est en Ligue 1, ils sont pas trop pressés, donc ça va. Mais dès qu'il faut passer le cap de franchir la défense pour aller jusqu'au milieu de terrain et avoir la possession là où ça fait un peu mal à l'adversaire, c'est-à-dire dans le cœur de son jeu, et ben là il y a plus personne et là on voit plus du tout l'équipe de Nice. C'est vrai que nous on en a constaté ce problème de verticalité, pour reprendre un mot cher à Claude Puel. Tu as vraiment l'impression, comme tu dis, que dans tes 50 mètres tu peux passer la balle dans un sens, dans l'autre, derrière, latéralement, mais une fois que tu as passé la ligne médiane, même avec des joueurs au profil un peu plus créatif, on a vu qu'il a enfin changé son fusil d'épaule sur les derniers matchs. Il a mis un profil un peu plus offensif avec Ronny Lopez dans le cœur du jeu. Est-ce que tu penses que comme le club a l'air de vouloir le communiquer, comme Vieira a l'air de s'en persuader en conférence de presse, est-ce qu'en ajoutant un profil comme Jeffrey Adélaïde, ça va miraculeusement régler tous les problèmes? Moi, j'en suis vraiment pas convaincu pour les raisons que tu as citées, notamment le rôle des latéraux et puis je pense de toute façon l'absence de ligne directrice donnée aux joueurs. Mais est-ce que sur la seule qualité individuelle d'un joueur, tu arriverais à dérouiller ça selon toi? Moi, je pense que c'est compliqué qu'un seul joueur puisse faire la différence, à moins qu'il ait envie de se mettre totalement en dehors de ce qu'est l'identité générale de l'équipe et la volonté générale de l'entraîneur. Mais c'est vrai que, et pour reprendre un exemple, moi, c'est vrai que l'équipe de Nice, de Lucien Favre, m'avait beaucoup marqué parce que c'était vraiment un football de qualité, plaisant à regarder. Et les joueurs qui ressortaient le plus, au final, c'était aussi Seri, bien évidemment. Même Codelo, il a fait de très bonnes saisons, enfin de très bons matchs avec Nice. À ce moment-là, Les Melou, on le voyait un peu plus que ce que l'on voit aujourd'hui. Cyprien, faut se rappeler avant la blessure la blessure au genou, on parlait de lui en équipe de France quasiment. Donc c'était des joueurs qui étaient super importants au milieu de terrain et ça prouve que le milieu de terrain est important. Aujourd'hui à Nice, j'ai presque du mal, moi, comme ça, si je n'étais pas intéressé, à dégager le milieu de terrain titulaire de cette équipe-là. J'ai l'impression que personne n'arrive à se poser en tant que leader parce que justement, j'ai l'impression qu'on passe cette étape milieu de terrain et qu'il n'y a pas de contrôle au milieu de terrain. Il y a c'est une étape dans la construction des attaques qu'on dépasse. On va aller chercher plus vite Dolberg. On va aller chercher maintenant beaucoup Gouiri sur le côté gauche. Mais ça, on reviendra plus tard sur Gouiri sur le côté gauche. C'est un peu une bêtise, je pense. Mais je trouve qu'il manque, et Reine Adélaïde est vraiment ce milieu de terrain qui, pour moi, peut apporter quelque chose. Mais si l'identité globale de l'équipe reste telle qu'elle est aujourd'hui, ça va pas changer grand-chose. Reine Adélaïde ou un autre joueur au milieu de terrain, ça changera pas grand-chose. Mais est-ce que du coup tout ce que tu as dit pour moi c'est très vrai, hein, mais par exemple est-ce qu'il faudrait pas tout simplement changer de système? On sait que Vieira est englué dans ce 4-3-3 qu'on a vu, que ce soit toute la préparation ou quasiment tous les matchs de saison, même si là ces derniers matchs c'était plutôt un genre de petit 4-2-3 un peu modifié tout ça, mais bon ça reste un 4-3-3. Est-ce que comme tu l'as dit tout à l'heure avec nos latéraux et le fait que Gouiri joue à gauche, que Dolberg soit esselé, est-ce qu'il faudrait pas par exemple partir sur pourquoi pas peut-être un 3-5-2 avec une assise défensive de 3, les latéraux qui ont vraiment tout le couloir libre
et associer Gouiri Dolberg devant pour régler un peu ces problèmes du fait que Dolberg soit esselé, que Gouiri joue à gauche alors qu'il peut sûrement être meilleur dans l'axe autour de Dolberg. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, après moi le 3-5-2 je suis pas particulièrement fan des systèmes, surtout avec des entraîneurs comme Vieira, sans que ce soit péjoratif, hein, mais des entraîneurs français on va dire. Le 3-5-2 se transforme un peu en 5 derrière quoi. Le 3-5-2 c'est un peu devenu, moi je bosse dans la pub et c'est un peu ce qu'on appelle le prix psychologique. Quand on voit un prix annoncé à 9,99, on se dit c'est cool, il est à 9 euros le truc, alors qu'en fait il est à 10 euros. Et le 3-5-2 c'est une bonne façon de passer pour un entraîneur offensif alors qu'en fait on joue à 5 derrière. Donc je trouve pas ça intéressant. Par contre le 4-4-2 pour moi est serait une vraie plus-value parce que déjà sur le côté droit et puis il pourrait y avoir un mec comme Rony Lopez qui aime bien jouer à droite en étant gaucher donc qui rentre à l'intérieur, avec en latéral droit il y a deux joueurs de couloir très offensifs, notamment Attal même s'il est un peu trop souvent blessé, et le Tomba aussi qui est un joueur assez offensif. Et en pointe, oui, Dolberg, Gouiri, pour moi, je comprends pas comment on ne les associe pas. C'est des joueurs qui ensemble jouent un même football, sont assez techniques, se comprennent plutôt bien. Et Gouiri, il fait des bons matchs en étant sur le côté gauche. Alors, je n'ose même pas imaginer ce qu'il ferait s'il était vraiment replacé dans l'axe, à pouvoir se balader entre les lignes et venir en espèce de 9,5 un petit peu décroché pour venir apporter un peu de soutien aux autres joueurs. On le voit avec les espoirs là, je te coupe, mais on le voit avec les espoirs là, tous les matchs qu'il a fait où il a quasiment joué dans ce poste axial, il a été c'est doublé, but ou passe décisive à tous les matchs quoi. Ah ouais, c'est ça, moi je comprends pas qu'on puisse moi je pars toujours du principe que les meilleurs joueurs doivent jouer dans l'axe. Et les meilleurs joueurs sont ceux qui sont capables de jouer pour eux, de jouer pour les autres, de prendre les meilleures décisions. Et un mec comme Gouiri, pour moi, pour l'instant en tout cas, il a montré toutes ces capacités-là. C'est un peu comme dans le profil, sans vouloir lui mettre la pression, mais dans le profil, moi, il me rappelle un petit peu Benzema, c'est-à-dire que c'est un attaquant complet et en plus de ça, technique et plutôt intelligent dans ses choix. Mais moi, j'entends l'argument du changement de système et pourquoi pas. C'est vrai qu'on a les joueurs pour tenter quelque chose, donc que ce soit 3-5-2 avec un entraîneur qui aurait une philosophie de jeu offensive ou un 4-4-2. Après, c'est quand même plus l'animation que le système qui compte au final. Et là où j'ai un peu peur, c'est que demain, même si tu passes en 4-4-2, qu'est-ce que ça va changer si tu es incapable de donner une animation à ton milieu de terrain? Tu auras un milieu de terrain de moins. Tu vas peut-être jouer davantage des longs ballons, mais est-ce que c'est compatible avec ton jeu de possession? Tu le mettrais entre les mains d'un très bon entraîneur, de Favre, allez, même de Claude Puel, hein, qui a su changer tactiquement et s'adapter à ses joueurs, notamment la dernière saison quand il avait Hatem Ben Arfa sous ses ordres. Je veux bien, mais qu'est-ce qui changerait aujourd'hui dans le l'OGC Nice de Vieira si tu passais en 4-4-2? Est-ce que tu penses que ça serait une solution, même si elle n'est pas parfaite? Est-ce que ça forcerait un peu de changement dans le jeu? Ou est-ce qu'au final, on se retrouvait avec la même bouillie, un milieu de terrain complètement coupé des attaquants avec un joueur de moins, une espèce d'obligation de tasser par les côtés? Bah déjà, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi l'histoire du système, pour moi, c'est l'histoire du système. Pour moi, c'est un peu il y a une phrase qui m'énerve beaucoup, c'est quand j'entends parfois des journalistes dire il a trouvé son système, il a trouvé son truc. J'ai l'impression qu'en fait c'est un peu comme moi sur Football Manager où parfois j'ai pris 3 défaites et je déplace 2-3 mecs et tiens j'ai réussi à enchaîner 2 victoires. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une philosophie et selon la philosophie, avec les qualités des joueurs que l'on a, on va adopter cette philosophie-là à un système. C'est-à-dire que si j'ai une philosophie de possession avec des ailiers qui m'apportent de la largeur, oui, je vais partir sur un 4-3-3 avec des ailiers qui vont m'apporter de la largeur. Si j'ai pas de joueurs, et c'est le cas aujourd'hui pour moi, en tout cas pour l'instant, faut voir comment Reine Adélaïde s'impose. Mais pour moi, le gros problème de Nice, c'est de ne pas avoir un numéro 8 créateur, comme un joueur un peu comme Seri par exemple à une époque pouvait le faire, ou même un peu moins parce qu'il a un peu moins brillé, mais Cosilo avait aussi ce rôle-là quand il est à l'époque de Favre. Et là pour moi ça avait sens d'avoir 3 joueurs souvent au milieu de terrain, d'avoir un 4-3-3. Dans le système actuel, il y a Schneiderlin, il faut le faire jouer parce que c'est un joueur avec de l'expérience, etc. Donc il apporte cette expérience-là, on va dire. Donc oui, peut-être que le 4-4-2 pourrait s'adapter. En plus de ça, on a les 2 pointes qui sont les points forts, donc le 4-4-2 pour moi serait le plus logique. Mais
si la philosophie, l'idée de jeu reste la même, on aura le même débat, mais autour d'un 4-4-2 au lieu que ce soit autour d'un 4-3-3 ou d'un 4-2-3. Moi, c'est un peu ce que je crains, des débats qui sont toujours intéressants sur les réseaux sociaux, mais te dis oui, il faut changer le système, mais en fait, un même système selon la philosophie de jeu que tu mets derrière, enfin, je veux dire, le 4-3-3 de Puel, de Favre et de Vieira, parce qu'ils l'ont tous utilisé, on a bien vu que c'était des identités de jeu qui n'avaient absolument rien à voir, c'était des circuits de préférentiels qui n'avaient rien à voir. Loin de moi l'idée de comparer individuellement les joueurs, mais plutôt dans le profil. Tu vois, tu joues avec deux latéraux assez offensifs en 4-3-3 sous l'égide de Lucien Favre la première saison, avec Dalbert et Ricardo. Devant, sur les côtés, tu as souvent des milieux offensifs excentrés plus que des véritables ailiers. T'as eu Belanda, Esric. T'as eu Belanda, Esric beaucoup. T'as eu Donis. Tu as eu Pierre Lesmelou la saison d'après. Enfin, je veux dire, il y a eu un petit déficit de véritables ailiers, même si au final il y en a quelques-uns aussi qui se sont succédés. Et tu arrivais à produire un jeu qui était différent, pas parfait. La deuxième saison, il y a eu des gros soucis tactiques aussi, mais avec ce 4-3-3 et des profils un peu similaires à ceux que tu as aujourd'hui, tu arrivais à faire circuler la balle d'une façon totalement différente. Et pourtant, tu avais peut-être pas les joueurs idoines pour ce 4-3-3. Donc vraiment, moi, ce qui m'inquiète un peu dans la réflexion collective qu'on a, et je m'inclus dedans, c'est de se fixer sur des chiffres et sur un schéma quand le problème il est beaucoup plus profond que ça pour moi. Ah bien sûr, mais ça je suis totalement d'accord. Et moi les analyses, l'analyse que j'avais faite à l'époque quand j'avais regardé Nice avec vraiment de façon attentive, c'était des erreurs qui pour moi, quel que soit le système, c'était les mêmes. C'est-à-dire que quand tu as 4 défenseurs alignés sur la relance derrière, alors que tu as un seul adversaire qui presse, que ce soit en 4-3-3, en 4-2-3, en 4-4-2, en 4 n'importe quoi, ça sera exactement la même chose, hein, parce que c'est 4 défenseurs et que c'est la philosophie. L'entraîneur ne veut pas que les latéraux se projettent trop haut à la construction. Quand le milieu de terrain, il n'y a aucune option de passe pour les défenseurs pour casser les lignes et apporter un petit peu de verticalité dans le jeu, ça, quel que soit le système, le problème sera là. Quand les latéraux et les ailiers demandent sur le même couloir, c'est-à-dire collés à la ligne, et que du coup ça fait doublon, il n'y a pas de vrai décalage et que c'est facile à défendre pour l'adversaire, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, c'est les mêmes erreurs. Donc ça, après, ce sont des problèmes liés à l'entraîneur et à sa philosophie et à sa façon dans le football. Donc moi, aujourd'hui, franchement, quel que soit le système qu'il puisse mettre en place, pour moi, les erreurs, elles reviendront. Il va peut-être avoir un moment donné où ça va remonter parce que ça va être top, parce que les joueurs vont se sentir bien. Sur le long terme, je vois pas trop la solution. Et le problème, ça viendrait pas plutôt aussi des joueurs, l'intelligence tactique des joueurs. Tu vois bien que tu es sur la même ligne que ton coéquipier et que tu proposes rien de plus. À toi de te déplacer. Comme Dolberg, par exemple, qui ne descend jamais, en fait. Tu vois, ça, c'est impensable, je trouve. Il n'y a pas de liant, il y a rien avec les milieux. Ça vient quand même. Je veux bien que l'entraîneur donne des consignes, etc. Mais dans le match, tu vois bien que tu vas dans le mur. C'est à toi aussi de changer. Tu es quand même un footballeur, tu vois. Moi, par exemple, quand je vois Lotomba et Ronny Lopez sur les mêmes lignes, je comprends pas des fois, sincèrement. Je me dis, c'est pas possible. Mais là t'es parti sur Dolberg, du coup, j'en profite. Mais moi, ce qui alors bien sûr, évidemment, que sûrement l'intelligence tactique doit être prise en compte parce que les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. On l'a dit et répété. Mais je veux dire, c'est quand même intrinsèquement, tu prends des joueurs quand même, c'est des joueurs qui ont performé, qui sont capables qui ont joué dans des clubs quand même. Je dirais, Gouiri, ça a joué à Lyon, Dolberg, ça a joué à l'Ajax, Ronny Lopez, ça a joué à Monaco, tout ça. Juste pour prendre les joueurs offensifs, hein, par exemple. Mais je veux dire, ça sait jouer dans un dispositif avec des bons joueurs autour, ça sait se placer. Comment tu peux expliquer qu'ils arrivent à Nice, un mec comme Dolberg, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans. Le mec il touche 10 ballons par match. Alors des fois il essaie de décrocher peut-être assez peu comme tu le dis. Mais je veux dire, Dolberg, tu regardes ses matchs, si tu analyses ses matchs vraiment concrètement que son match à lui, des balles de but clairement, c'est-à-dire que un débordement, un centre en retrait où il a vraiment une balle de but au point de pénalty ou vraiment des caviars comme on pourrait dire. Il en a jamais, quoi. Les mecs, soit ils se créent les buts tout seuls, soit c'est des pénaltys cette année du moins. Voilà, c'est quand même très très compliqué. Comment tu peux expliquer ça, sachant que le mec il a joué au ballon à l'Ajax et compagnie et qu'ici il touche pas un ballon depuis 2 ans, quoi. Déjà pour revenir un peu en arrière, alors oui, les joueurs, c'est l'intelligence des joueurs, etc. Je suis d'accord avec ça.
Après, il y a une chose, il faut regarder trois choses quand on regarde un joueur. Il faut regarder sa position sur le terrain, il faut regarder les choix qu'il fait et ensuite l'exécution technique. La position sur le terrain, généralement, c'est l'idée de l'entraîneur. Selon l'entraîneur, un joueur va être positionné différent et l'entraîneur, par les exercices et ce qu'ils font la semaine, il va avoir des choses différentes. L'intelligence de jeu, donc les décisions, ça peut être intrinsèque aux joueurs. Il y a des joueurs à 19-20 ans, ils ont une intelligence que des joueurs à 30 ans n'auront jamais. On peut le travailler un petit peu, mais c'est rare qu'un joueur, entre guillemets, qui a un QI football pas très développé, devienne du jour au lendemain un génie. Mais pareil, c'est le travail de l'entraîneur. Après, sur les exécutions techniques, ça après c'est la qualité du joueur et ça c'est plus le rôle de l'entraîneur. Hein. Si le joueur rate sa passe, l'entraîneur il n'y peut rien. Donc ça c'est une chose. Et ça c'est pour moi, si les joueurs aujourd'hui n'ont pas progressé et certains continuent de faire les mêmes erreurs depuis 2-3 ans, elle est responsable. Enfin le responsable c'est le gars qui est sur le bord du terrain. Si demain dans une boîte le manager n'arrive pas à faire progresser et faire passer des caps à ses employés, c'est peut-être du côté du manager qu'il faut regarder et pas du côté de l'employé si tous ne progressent pas. Et moi aujourd'hui j'ai l'impression que Nice, il y a des mecs qui sont là depuis maintenant, ils entament leur deuxième ou leur troisième saison avec Vieira et pour moi ils progressent pas des masses en fait. Il y a des mecs et pareil, j'ai pas envie de passer, mais c'est vrai que Lucien Favre pour moi il a marqué quand même l'OGC Nice sur les dernières saisons. Et il y a des mecs qui ont quand même énormément progressé avec lui. Des mecs comme Ricardo Pereira, comme Dalbert, comme Pléa, comme Les Milou, pour moi il a fait sa meilleure saison avec lui. Enfin, il y a des joueurs qui ont vraiment passé un cap. Et aujourd'hui avec Vieira, moi il y a des mecs avec du potentiel, beaucoup, mais je les vois pas progresser. Dolberg il a pas progressé, Claude Maurice il a pas progressé. Même Attal, je trouve qu'il stagne beaucoup. Il a un talent intrinsèque qui est énorme, mais il n'a pas progressé. Après, on est d'accord, hein, que ce soit sur la progression vraiment footballistique des joueurs. Là-dessus, on est d'accord. Même on l'avait dit dans des émissions précédentes sur la gestion de certains joueurs, hein, que ce soit Balotelli, Saint-Maximin, Tamézé. Il a eu beaucoup de soucis aussi avec ça, Vieira. Mais oui, clairement, à part l'année dernière où tu peux dire peut-être Les Medou qui a fait une saison au niveau des stats très correcte, mais j'ai pas souvenir qu'un joueur ait vraiment explosé sous Vieira, quoi. Ouais, voilà. Et par exemple, Dolberg, c'est la même chose. Alors oui, Dolberg, il a pas été formé, mais il a passé pas mal d'années à l'Ajax, donc il joue un certain football. Mais sauf que c'est un football qui est collectif. Et alors, quand tu décroches 2-3 fois et que jamais on te donne le ballon, la quatrième, tu vas pas. Quand tu demandes le ballon dans les pieds et qu'à chaque fois tu reçois une cacahuète en profondeur, à un moment donné, tu arrêtes de demander dans les pieds. Tu vas au plus simple. Et c'est un peu ça aussi. Il faut regarder le joueur, mais il faut aussi regarder l'animation qu'il y a autour. Un meneur de jeu, s'il n'y a pas d'appel autour de lui, il va pas servir à grand chose. Un mec qui a une très bonne qualité de passe, si on lui donne pas des lignes de passe, à un moment donné, ça va être compliqué. Non, il va pas créer des espaces. Voilà, il va pas dire à l'adversaire genre pousse-toi un peu, je vais la mettre juste là, donc si tu peux te décaler de 2 mètres sur le côté, ce serait sympa. Non. C'est comme les centraux. Mais ça, encore une fois, c'est des analyses vidéo. C'est plein de trucs qu'on voit quand on voit des documentaires sur Vieira, on en mange à l'appel, des documentaires sur le club ou sur Vieira. Je veux dire, on n'arrête pas de voir des analyses vidéo, des trucs comme ça. Je veux dire, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font en fait. Les analyses vidéo, ils les regardent les yeux bandés ou ils voient bien que des fois les lignes de passe, elles y sont pas, les espaces ils sont pas du tout devant. Il y a un trou de 30 mètres entre les milieux et l'attaque. Je veux dire, tout ça, ils doivent le voir quand même. Depuis le temps que Vieira est là, je veux dire, ça c'est incroyable en fait. Est-ce qu'ils veulent faire les efforts les uns pour les autres? C'est ça aussi. Tu vois, quand t'as un mec, je suis désolé, mais quand t'as un mec comme Schneiderlin, normalement tes lignes de passe, putain, elles doivent être magnifiques quand même. Tu vois, pour le niveau de la Ligue 1, c'est plus que propre. C'est des plots en face de toi. Moi, je suis à la place de Schneiderlin, même pas, je fais de passe. Tu vois, limite, prenez-moi la balle. Il y a rien à faire. Tu vois, est-ce que les autres, ils ont envie de... Oui. Est-ce qu'il y a pas une sinistrose? Je te rejoins assez, Brice. Est-ce qu'il y a pas une sinistrose, un appauvrissement tactique collectif dans cette équipe où tu peux mettre n'importe quel bon élément, il va se mettre un peu au niveau sinistre de tous les autres qui sont en train de errer, genre il y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait? On se passe à gauche, à droite, on essaie d'avancer, tu passes au-dessus, une fois sur deux le long ballon il passe pas, tu t'envoies des centres, mais il y a une fois sur deux il y a personne non plus. T'as l'impression qu'ils sont tous
non pas en déficit de QI foot. Bon, après, il y a peut-être des joueurs, sûrement même des joueurs plus intelligents que d'autres dans l'effectif. T'as l'impression qu'ils sont tous en panne de solutions, et je te rejoins assez dans le sens où ils ont plus trop envie de se battre pour les autres. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils ne comprennent pas le discours de Patrick Vieira, quel qu'il soit, parce que nous, l'aperçu qu'on en a dans les documentaires, c'est quand même quelque chose de de niveau très très faible. C'est ce que tu peux présenter en tant que produit commercial. Faut se battre, les gars, faut y croire. Je vous sors pas. Donc bon, j'espère qu'il y a autre chose derrière. Et comme l'a dit Cédric à l'analyse vidéo de Adrien Ourser, il y a sûrement autre chose. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir des enfants sur le terrain qui s'en veulent livrer à eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je les dédouane pas de responsabilité individuelle, mais j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras, les mecs, quoi. Putain, mais si tu baisses les bras au bout de 6 journées, c'est chaud quand même. Non, tu baisses les bras au bout de 2 ans. Enfin, c'est pas ouais, mais il y a des joueurs qui viennent d'arriver. Je veux dire, bah, après, comme tu dis, oui, bien sûr que si les mecs se mettent. Mais comme dit Patrick, t'arrives dans une équipe, tu fais 3 appels, tu vois, le mec, il est en train de déprimer, il y en a un qui pleure en PLS sur le côté, enfin, tu fais plus les efforts. Dolberg, combien de fois il a décroché la saison dernière, tu le retrouvais, il jouait limite numéro 10. Là, cette saison, le gars, il a dû se dire, bon, bah, ça va, enfin, ils ont recruté 15 000 joueurs derrière, ouais, mon boulot, c'est quand même d'être dans la surface, quoi. Ouais, mais c'est pas ça. Clairement. C'est pas ça d'être joueur dans une équipe de foot, quoi. Tu vois, tu dis pas, vas-y, c'est à eux de me faire la passe. Non, va la trouver aussi, la passe, va la chercher, tu vois. Enfin, moi, Dolberg, je trouve que, putain, c'est... tu sens que le mec... Ouais. Ouais, non, mais je disais là, oui, bien sûr, ce que tu dis, mais là, on fait des suppositions. Je suis pas sûr que Dolberg, il pense exactement ça. Mais il faut, enfin, je comprendrais quand même que le gars, comme a dit Sky, il touche 3 ballons par match l'année dernière. Là, cette année, il se dit un peu, j'aimerais bien avoir un peu des ballons de but, vu le recrutement qu'on a fait. Et puis, on doit lui promettre un peu des trucs aussi, le gars. Tu vois, c'est ta tête d'affiche, c'est ta plus grosse recrue. On doit un peu lui promettre, je pense, bon, t'inquiète, on va essayer de travailler pour te donner un peu des solutions et tout. Mais au final, pour l'instant, c'est que du vent, quoi. C'est compliqué. Ben pour moi c'est compliqué, et franchement je vois pas la solution pour être honnête avec Patrick Vieira. Après le souci c'est que oui bien sûr un joueur peut se déplacer machin, mais on parle quand même de 11 mecs qui doivent réfléchir le même football en même temps pour que ça soit cohérent. Donc même s'il y en a un qui fait un mouvement, un qui sait pas travailler à l'entraînement la semaine, si tu sais pas qu'est-ce que les autres vont faire, comment ils vont se placer, où est-ce qu'ils vont se placer, comment ils vont recevoir, où est-ce qu'ils vont recevoir, etc., ça devient quand même difficile. Moi, j'aimerais surtout, par exemple, quand je vois les matchs, j'aimerais surtout voir en fait les entraînements de Patrick Vieira, voir à quoi il ressemble et voir qu'il travaille la semaine et pendant la pré-saison. C'est surtout là qu'on pose les bases tactiques de l'idée qu'on veut. C'est voir ce qu'il a mis en place et ce qu'il a vraiment demandé. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Moi, je sais qu'il y a des équipes que je regarde et que j'admire beaucoup, et des entraîneurs que j'admire beaucoup. Je pourrais voir juste des pions, mais juste voir les positionnements, et je comprends tout de suite qui c'est. Parce que je sais que l'ailier ne va pas prendre la profondeur s'il n'a pas de profondeur. Il va demander dans les pieds pour essayer de créer la profondeur pour qu'un défenseur le suive et que ça crée un espace. Donc Dolberg, à la rigueur, s'il avait travaillé un mouvement comme ça, genre je viens en appui, le défenseur me suit et ça ouvre un espace pour une diagonale de Claude Maurice, de Guiri, de Rooney Lopez, n'importe quoi, ou d'un milieu de terrain. Si je sais pas, Schneiderlin vient la demander un peu plus bas pour que ça ouvre un espace, pour que un autre milieu vienne la demander entre les lignes. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça, des microstructures, on va dire, qui permettent de créer ensuite la structure globale de l'équipe. Mais si ces microstructures n'existent pas, comme je disais, le latéral qui ne demande pas dans le même couloir que l'ailier, si les microstructures comme ça n'existent pas, c'est difficile d'avancer. Et c'est pas aux joueurs de devoir décider ces choses-là au final. Il y a quand même un capitaine qui doit, ou même un leader sur le terrain quand même qui doit, au-delà de Vieira, je parle, au-delà de Vieira, qui doit donner quand même un ton. Le capitaine ou le leader, il va te relancer dans l'intention, dans l'agressivité. Il va renverser un temps faible éventuellement, et il va essayer de remettre en route ton équipe pour réappliquer des schémas de jeu offensif et constructif. Mais si tu n'as pas ces schémas, si tu n'as pas ces microstructures, comme dit Patrick, ton capitaine, il va gueuler, il va dire, allez les gars, faut aller de l'avant, mais tu vas te retrouver avec le ballon dans le pied, genre, d'accord, mais qui fait quoi? Et c'est vraiment ce goût que me laisse cette équipe, c'est qui fait quoi? Tu arrives à t'en sortir sur les qualités individuelles des joueurs, parce qu'on est en Ligue 1, parce qu'on a des joueurs qui sont doués techniquement. Le meilleur exemple, c'est encore le match face à Lens, où tu t'en sors grâce uniquement au talent de Guiri. Là, c'est pareil. Tu te dis, en fait, tout ce que tu espères, c'est que
sur un talent individuel, un centre bien centré par Lotomba ou par Camara, que tu trouves quelqu'un, ou sur un long ballon que Dolberg il va avoir une seule occasion et sa précision il va la mettre au fond. Et est-ce que tu as l'impression que tu as quelque chose de construit, je parlais de circuit préférentiel, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui dans l'équipe tu as 2 ou 3 joueurs qui se cherchent particulièrement, que tu as un tandem de joueurs qui s'entendent vraiment footballistiquement? L'année dernière, ça avait été le gros débat de toute l'année sur le tandem Ounas-Dolberg qui ne fonctionnait pas. Mais on avait identifié que quand Loussamba était là, il trouvait plus facilement Dolberg dans la profondeur, qu'il y avait des redoublements de passes sur une ligne de 3 avec Loussamba, PLM et Ounas, tout ça. Donc tu les voyais, ces circuits préférentiels. C'était pas parfait, ça fonctionnait pas toujours. Tu en avais des circuits qui venaient pas alors que le jeu devait reposer sur eux. Là, je serais bien incapable, c'est peut-être moi qui n'ai pas l'œil pour le voir, mais je serais bien incapable de dire quelle est la ligne directrice, ou à défaut de colonne vertébrale, tu vois, quel est le cheminement du ballon une fois qu'il part d'en bas. Ah, mais clairement. Mais de toute façon, tu vois, on parlait on est revenu sur les matchs précédents, notamment Lens, tout ça, mais si tu regardes nos buts, rien que cette saison 1, mais j'ai pas souvenir d'un but avec une construction dans le jeu, en fait, tout simplement. C'est-à-dire où vraiment tu t'es dit là on a mis un beau but, l'action elle est belle, bien construite et tout. J'ai pas ce souvenir là depuis longtemps même, tu vois. Alors dans le jeu, il y a des phases où on l'a dit, pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu te mets à jouer un peu mieux, tu te mets à voir quelque chose, mais soit ça concrétise pas par un but, soit tu marques pas dans ce temps fort là, mais clairement je nous vois pas vraiment au-dessus d'un adversaire au moment des buts, au moment d'une action franche, tout ça. J'ai l'impression qu'il manque toujours ce petit truc, comme tu as dit, les joueurs un peu perdus, un peu à un moment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Il manque toujours ce petit truc pour passer au-dessus, et on l'attend désespérément, quoi. Alors que tu as tout, tu as la colonne vertébrale et tout quand même de l'équipe, hein. Elle est là, cette colonne vertébrale. Elle est forte. La colonne vertébrale, c'est une colonne de profil ou de mercato, tu vois. Oui. C'est pas une colonne de jeu. Non, c'est pas une colonne de jeu, mais elle peut t'apporter, parce que t'as quand même, dans cette colonne-là, t'as quand même de l'expérience, et elle peut t'apporter quelque chose. Des individualités aussi qui sont supérieures, voilà. Mais Exactement. Ouais, mais après tu parles de colonne vertébrale, si tu prends individuellement, tu prends Benitez, Dante, Camara, Schneiderlin, Belaïd, Gouiri, Berg, je veux dire, là on a cité des joueurs quand même, on l'a dit et répété, mais sur le papier quand même, tu peux t'attendre à voir plus de jeux que ce qu'on voit là quand même. Je veux dire, t'es supérieur à sûrement ton 11, je dis pas l'effectif, mais au moins ton 11, il est supérieur à peut-être 60-70% des équipes de Ligue 1. Et pourtant, je pense qu'on est une des équipes qui produit le moins de jeux de Ligue 1. On voit des équipes comme Lens qui a promu pour différentes raisons, tout ça, qui ont des joueurs infiniment moins talentueux. C'est ça. Et pourtant, ils ont une identité de jeu. Alors, on a toujours des excuses. On en a rigolé sur Twitter. D'ailleurs, on dira, c'est un entraîneur jeune, machin, bidule chouette. Mais je veux dire, tu prends l'exemple de Lens, par exemple, ça monte de Ligue 2. Leur entraîneur, il a jamais connu la Ligue 1. Et pourtant, il essaye de mettre une identité de jeu en place. Il essaye de mettre un truc en place. Il met les joueurs à leur poste. On voit par exemple avec Ganago, malgré sa blessure, mais il s'éclate. Je veux dire, il essaye de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place, et ça fonctionne. Je veux dire, nous, t'as l'impression que Vira, soit il nous prend pour des pipes, c'est-à-dire qu'il essaye de nous faire croire que il met quelque chose en place, mais de semaine en semaine. Alors des fois, oui, on se dit, oui, il y a un peu de mieux pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a vu quelque chose. Mais je veux dire, on est très très loin de ce qu'on doit attendre d'une 3e saison avec un entraîneur et avec un projet comme on a cette année, quoi. Ah non, mais ça c'est clair, c'est une évidence. Mais moi je compare un peu le football et un entraîneur avec un peu le chef d'orchestre dans la musique en fait. Et tu peux avoir plein de solistes super intéressants, mais si tu n'as pas quelqu'un qui organise tout ça, ça fait une cacophonie absolument énorme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et évidemment, il y a l'exemple de Brest, par exemple, qui joue vraiment un football super intéressant avec des joueurs à des années-lumière de la qualité de ce qu'a aujourd'hui le GC Nice, ou même Lens qui joue vraiment pas mal aussi, mais parce qu'il y a une idée claire, les joueurs savent quoi faire. Quand un joueur a la balle, il a 3-4 options pour avancer, progresser dans le jeu. Enfin, il y a cette logique de vouloir attaquer, de vouloir passer les lignes adverses en construisant avec dans les pieds, en jouant au football, quoi. Alors que je répète, à Nice, moi, je comprends pas du tout quelle est l'idée que veut mettre en place Patrick Vieira. À la rigueur, s'il jouait bloc bas et on récupère et un long pétard sur Dolberg et on voit ce qui se passe,
c'est ça que les gens comprennent pas trop des fois dans le discours, c'est que quand on te dit qu'on veut voir du jeu, ou appelons ça du beau jeu si on a envie, c'est pas forcément un jeu, c'est pas forcément le tiki-taka, gegenpressing, c'est pas forcément un jeu super offensif, léché, tout ça. Il y a du beau jeu, ou du jeu en tout cas donc cohérent, que tu comprends. T'as cité l'équipe de France par exemple, qui a quelque chose que à titre individuel j'apprécie pas regarder, mais je comprends, tu comprends le principe de jeu, ça fonctionne en plus, hein, donc moi j'ai rien à dire là-dessus, hein, si ça te rapporte une deuxième étoile, ou même l'Atlético de Simeone, une des plus belles réussites tactiques qu'on a pu voir ces 20 dernières années, c'est l'Inter de Mourinho, qui a un système ultra défensif, mais voilà, ou Chelsea qui gagne la Ligue des Champions avec un jeu vraiment ultra défensif, le bus mais réglé comme une montre et d'une précision chirurgicale. Tu peux accepter qu'il y a un jeu tactiquement très évolué mais défensif. Tandis que là à Nice, tu as un jeu qui est pauvre tactiquement. Tu peux même pas le qualifier de défensif en plus, c'est pas parce que tu fais des passes latérales que tu ne cherches pas que tu cherches pas à produire du jeu, c'est juste que c'est faible quoi. Oui, bien sûr. Mais pour moi, il y a aucune logique dans, donc je le dis et je suis d'accord avec toi, il y a aucune logique, il y a aucune compréhension. Je ne comprends pas, en tout cas, ce qu'il veut mettre en place. Autant il y a des entraîneurs, voilà, je suis pas fan de Deschamps, je suis pas fan de Simeone, et je te rejoins sur ça. Mais au moins, tu comprends, ce qu'ils veulent faire et là où ils veulent aller. L'OGC Nice, j'ai l'impression que oui, Patrick Vieira veut essayer de mettre en place un jeu de possession, sauf que, à part, redoubler les passes entre les défenseurs, il n'y a pas grand chose, quoi. Et à un moment donné, le jeu de possession, si c'est juste pour faire de la passe de gauche à droite, et ben c'est un taureau et c'est pas très intéressant. Après, parce qu'il n'y a pas les schémas, encore une fois, il n'y a pas les schémas de jeu au milieu de terrain. Et je dis pour finir sur ça, mais par exemple, et je regardais toujours une vidéo de Bielsa qui disait ça, quand on fait des passes latérales, donc d'un central à un autre central ou d'un central à un latéral, c'est pour obliger l'équipe adverse à basculer et ouvrir donc des espaces entre, par exemple, les deux milieux de terrain pour trouver, nous, un joueur derrière cette ligne de pressing ou derrière cette ligne adverse. Si c'est juste la passe latérale et que personne ne vient se positionner dans cette zone-là, au final, ça sert absolument à rien et on n'avance pas. Et ça finit par un long pétard devant et puis on verra comment ça se passe. Je suis à 2 doigts de terminer le podcast parce que tu viens de parler de Bielsa et c'est magnifique de parler de Bielsa. Sachez-le. Mais arrêtons là, je pense. Mais on va juste parler un tout petit peu vite fait avant de terminer ce podcast de l'Europe. Tu penses qu'avec ce schéma-là, cette façon de jouer, cette vision de jeu, Nice peut aller un peu plus loin que la phase de poule ou pas? En Europa League, ouais. En Europa League, oui. Moi, honnêtement, j'aimerais pas être dans la place du président et de Fournier parce que clairement, je pense pas que Vieira soit un choix à eux et ou je crois pas d'ailleurs qu'ils l'ont choisi, ou ils l'ont choisi, mais je pense qu'ils sont en tout cas très déçus. Je sais plus. Ouais, ils l'ont choisi parce qu'ils sont allés le chercher à New York. Hein, voilà, oui, c'est ça, exactement. Ils en sont très contents si tu les écoutes, hein, mais bon. Après, ils vont pas dire que... mais bien sûr. Ils vont pas dire que c'est une brocasse après, sinon c'est fini. Voilà. Mais parce que quand tu as eu Claude Puel, qui fait progresser comme il fait progresser ses équipes, et on voit le début de son travail du côté de Saint-Etienne, quand tu as eu Lucien Favre, et que tu passes à ça, on a dû fouiller la nuque, hein. Ah ouais. Quand tu passes à ça, c'est énorme. Ah non, mais c'est vrai, parce que le projet, malgré tout, d'Ineos, je pense, reste quand même de valoriser des joueurs, pas forcément de les vendre tout de suite, on n'est pas sur un projet lillois, mais reste quand même de valoriser des joueurs. Là, tu vas valoriser rien du tout. Si, franchement, Dolberg, il a du coup à prendre 10 € depuis qu'il est arrivé, sur sa valeur. Un ticket resto. Voilà, avec Lucien Favre, il aurait marqué combien de buts? Enfin, il faut voir, je répète, je reviens sur ça, mais Lucien Favre et Claude Puel, ils ont valorisé des mecs. Claude Puel, il a donné une seconde vie quand même à Ben Arfa. Ben Arfa, il a fait sa meilleure saison avec Claude Puel. On a commencé à avoir le meilleur série avec lui. Lucien Favre, je passais là 1 heure à faire la liste des joueurs qu'il a fait progresser. Pléa. Écoute, c'est un podcast auquel j'apprécierais participer. C'est 1 heure de Lucien Favre. Franchement, mais Lucien Favre, des joueurs qu'il a valorisés. Ricardo Pereira, d'Albert, même Dante, je trouve qu'il a vécu une seconde vie presque avec lui. Enfin bref, plein de joueurs qu'il a valorisés. Et aujourd'hui, là, on voit rien. Donc moi, la Ligue Europa, en plus de ça, il vient de commencer avec, déjà, avant même de commencer la compétition, à trouver des excuses sur ça va être compliqué, le rythme, tous les 3 jours, nanana. Donc moi, j'ai très peu d'espoir, franchement, pour le GC Nice. Et franchement, vu comment démarre la saison là, je pense que le mieux, c'est que Nice se fasse éliminer assez rapidement.
parce que sinon ça va servir d'excuse pour beaucoup trop de choses à la fin de l'année. Bon, mais même juste pour parler du terrain, juste parce que après on finira là-dessus. Mais on l'avait dit, tu vois, on parlait d'objectifs cette année avec l'Europa League en championnat, espérer on va dire un top 6 en Ligue 1 et au moins passer les poules d'Europa League. Moi, je disais clairement que je vois pas comment tu peux espérer atteindre tes objectifs qui sont comme ça en jouant comme tu joues actuellement en fait. C'est-à-dire que ça va pas ensemble. C'est impossible, je pense, de faire une saison de 50 matchs où tu performes soit en Europa League et plus ou moins en Ligue 1 en jouant comme ça. Ça va forcément passer par une amélioration de ton jeu, de tout ce que tu montres. Et je suis pas sûr qu'on en soit capable, comme tu l'as dit, et donc à voir. Bien sûr. Et puis en plus de ça, maintenant tu as des joueurs qui aiment jouer au ballon. Si tu avais une équipe de mecs pas forcément très talentueux qui vont accepter de jouer, de mal jouer parce qu'ils pensent, parce que moi je suis persuadé que tous les joueurs ont des capacités, mais qui pensent ne pas pouvoir faire mieux, tu pourrais. Mais là, tu as des mecs comme Dolberg, comme Ronny Lopez, comme Adelaide, comme Guiri, comme Attal, même un Dante, Camara, Schneiderlin, etc. Je sais pas s'ils vont accepter cette situation et cette pauvreté footballistique très 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 longtemps. Donc moi, je l'avais déjà dit en début de saison, et je suis désolé, mais si je dois miser sur un premier entraîneur à se faire licencier en Ligue 1, je mettrais peut-être ma petite piécette sur Vieira. Oula, mise pas ton pognon, hein. Oula, ouais, c'est pas. Garde ton argent. C'est pas trop la politique de la maison. Ouais, voilà, exactement. River, c'est pas trop le style. Après, il a jamais été confronté à ça. Hein. Si les joueurs se retournent contre leur entraîneur, qui ne joue plus, ça peut jouer. Ouais. Ça peut jouer, ça par contre, tu vois, parce qu'à un moment donné, malheureusement, le premier à sauter, c'est l'entraîneur toujours. Hein. Donc, c'est un bon parapluie, hein, Vieira, pour les joueurs aussi, hein, parce que tu vois, nous-mêmes, on les dédouane de quasiment toute responsabilité. Non, mais vous, pas moi, vous. Ouais, c'est ça, pas Brice. Voilà. Non, mais je pense que ça peut être pris en compte ce que dit Patrick. Mais il faudrait vraiment que genre à la trêve hivernale on soit là quoi. Genre t'es 15e, tu vois ce que je veux dire, et t'as perdu tes 2-3 premiers matchs d'Europa League. Dans ces cas-là, peut-être que ça va réfléchir. Mais franchement, comme l'a dit Sky, c'est pas trop la politique de la maison. Même les saisons qui étaient différentes avec Puel et Favre, ils ont eu des saisons très compliquées, notamment Favre où limite on aurait pensé qu'il joue sa tête dans le match à Toulouse où Benitez arrête le penalty, là, Sky, si tu te rappelles. Mais Orfi a sauvé la tête de Lucien Favre. Non, mais tu vois, on aurait pu penser, parce que c'est vrai que Puel et Favre ont connu aussi des saisons compliquées, il faut le dire, même si on a vu sûrement notre meilleure saison, notre génération du moins avec Favre. Mais voilà, on aimerait bien voir enfin quelque chose et voir. J'ai du mal à croire, comme tu dis, Brice, que les joueurs se retournent contre Vieira. Je sais pas. Justement, tu vois, on parle des joueurs qui sont peut-être trop gentils, trop, tu vois, c'est les bons copains, le bon groupe et tout. Donc j'ai du mal à les voir un peu se révolter dans n'importe quelle circonstance en fait, que ce soit contre Vieira, contre eux-mêmes, sur le terrain, tout ça. J'ai du mal à les voir se révolter. Puis au-delà de ça, t'es un joueur, ton employeur c'est quand même aussi le président, le directeur du football, tout ça. Après il y a le discours interne et le discours en interview, mais si le club ne te fait à aucun moment sentir que l'entraîneur est menacé, t'as pas très très envie de te rebeller contre l'entraîneur. Et la preuve, regardons la liste des joueurs qui ont montré un signe d'agacement envers Patrick Vieira ces 2 dernières saisons, et regarde ce qu'ils sont devenus, quoi. Enfin bon, Balotelli, c'est un cas particulier, mais Tameze, Cyprien, Eref, les mecs se sont fait poubelliser, donc tu sens quand même que tu as l'institution derrière qui, qu'elle soit d'accord ou pas avec le niveau de jeu, qu'elle envisage autre chose pour la saison prochaine ou pas, t'as quand même une institution qui protège plutôt Patrick Vieira et ses décisions. Donc, moi, je suis un joueur, je vois les copains qui ont peut-être essayé de couiner dans le vestiaire ou de faire un peu de dépassement de fonction, se faire fracasser, poubelliser et partir pour 3 millions en Italie derrière. Moi, je me chauffe pas trop, tu vois. Je me dis, ok, alors, restons dans le secret, de toute façon, c'est pas nous qu'on en veut, c'est à l'entraîneur. Allez, l'année prochaine, il sera peut-être plus là, mais en attendant, tout se passe bien pour moi. Moi, je peux comprendre aussi en tant que salarié ce réflexe-là de te dire, ça vaut pas le coup de te cramer ta saison et ta carrière, alors que tu sais très bien que derrière, personne te suivra. Non, bien sûr, moi, je suis d'accord, mais après, moi, c'est surtout sur, je pense à l'investissement d'Ineos et à la façon dont travaille président River
et Fournier, j'ai oublié son prénom, Julien Fournier. Juju, voilà, Juju. Les Juju time, les gars. Et vu comment ils travaillent et vu les joueurs qu'ils ont ramenés, qui sont des joueurs quand même de qualité et avec du potentiel et avec une qualité offensive, tous, même les latéraux, le Tomba, etc., Camara, sont des joueurs techniquement propres. J'ai du mal à les voir rester dans cette cacophonie footballistique très longtemps, parce que la deuxième saison de Favre, certes, elle est moins bonne, mais il faut oublier qu'il perd de mémoire d'Albert à la fin de la première, et donc il se retrouve à devoir jouer avec du Sarr sur le côté gauche, avec du Jallet sur le côté gauche. Bref, il récupère un Série qui n'a plus vraiment la tête à l'OGC Nice à ce moment-là. Donc il y avait quand même des choses qui étaient compliquées à gérer en interne, je pense, pour Lucien Favre. Vieira, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas d'excuse. On lui a renforcé son effectif, on lui a apporté de la qualité, de la profondeur, parce que pratiquement tous les postes sont doublés. Alors, pas avec les mêmes niveaux d'attente, mais il a quand même 2 joueurs par poste environ. Pour moi, aujourd'hui, il n'a pas d'excuse pour ne pas faire 5-6 de Ligue 1 assez facilement. Parce qu'on parlait d'effectifs, etc. Moi, aujourd'hui, le 11 sur le papier de l'OGC Nice, je préfère le 11 de l'OGC Nice au 11 de Marseillais aujourd'hui. Allez, on arrête là. Merci beaucoup. Tu dis ça Brice, en plus, il sera d'accord sûrement avec ça. En plus. Non? Attends, comment couper le micro? Alors, attends, je regarde. Il y a pas Payel, au moins, déjà. Non, mais Marseille mais il faut être honnête, Marseille, ça, c'est un autre débat. Mais je pense vraiment que le 11, voire l'effectif global, il y a plus d'options pour Patrick Vieira aujourd'hui dans son effectif à l'OGC Nice que Villas-Boas en a du côté de Marseille. Ah, mais totalement. Nice fait aujourd'hui partie réellement sur le 11 de titulaire, du top 5 facile, mais à l'aise. Ce que Marseille n'est pas, pour moi en tout cas. Voilà. Et dans le jeu, par contre, c'est dans le jeu, pour le coup, Marseille comme Nice ou même comme Bordeaux, etc. et tout, c'est équivalent. Hein, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Hein. Là, on assiste à une Ligue 1 plus générale. On va sortir légèrement vite fait avant de terminer le podcast, mais on est vraiment sur une Ligue 1 très très pauvre, pardon. Tu vois, j'en perds mes mots limite. De point de vue tactique, même de jeu. Enfin, on se fait chier, quoi, clairement. Elle nous manque cette Ligue 1. On se fait réellement chier. Il y a des petites lueurs d'espoir à droite à gauche quand même. Oui. Lille, c'est pas trop mal et ça va encore continuer de grandir cette saison. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as pas de Rennes qui a bien recruté aussi. C'est Rennes le phare de la Ligue 1, quoi. Moi, c'est ce qui me... Tant mieux pour eux, mais... ouais, c'est Rennes, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est des petites équipes au final qui jouent bien. C'est Brest, Lens, qui sont des équipes qui essaient de bien jouer au football et des équipes qui n'ont pas d'excuses. Et pour moi, vraiment, Nice est un exemple d'équipe qui n'a pas d'excuses parce qu'il y a vraiment du talent. Exactement. C'est clair. Écoute, on l'avait dit, répété. On verra sur les prochains matchs et puis on te réinvitera très certainement pour la trêve internationale pour voir un peu les améliorations qu'il y a eu ou pas. On verra bien. En tout cas, on l'espère. En tout cas pour l'OGC Nice, qui vont bien s'en sortir déjà, ne serait-ce qu'en Europa League, et surtout en Ligue 1 pour donner un peu plus d'émotion et de palpitant dans les matchs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas pour ce podcast. Écoute, on essaie de les motiver comme on peut. Merci à vous pour le podcast. Merci à vous qui nous écoutez depuis le début. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast d'Avanti Nissa. Merci à Football Tactique et à très vite. Ciao les gars. À bientôt.